Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième chronique en présence de mon invitée Léna Aubry, traumathérapeute. Bonjour Léna. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui, nous allons aborder comment accepter sa vulnérabilité, la clé d'une sécurité intérieure. Une fois de plus, je vais commencer par une première question. Vous affirmez que l'objectif de votre thérapie est de mettre en conscience et reprogrammer cette vulnérabilité de soi erronée. En quoi l'acceptation de sa vulnérabilité, paradoxalement, devient-elle une clé pour retrouver une sécurité intérieure Alors durable? d'un point de vue psychoneurosomatique, nous avons tous une perception inconsciente de notre valeur et de notre sécurité intérieure, hein, qui s'est formée donc très tôt dans notre vie. Et cette perception-là, si elle s'est construite autour d'un climat de rejet ou d'humiliation, d'injustice, eh bien, elle va nous pousser à renier notre vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité, c'est quoi? C'est notre capacité à ressentir, à être touché, à avoir besoin des autres, et puis aussi à ne pas tout contrôler. Donc, c'est la partie de nous qui sait qu'elle peut être blessée, mais qui ose quand même se montrer, qui ose aimer, qui ose demander aussi, et puis qui ose s'exprimer. Et paradoxalement, c'est cette vulnérabilité qui fait de nous des êtres humains profondément vivants et relationnels. Donc, renier notre vulnérabilité, c'est croire que nous devons être euh, plus forts, non, plus solides en performance, ou peut-être inatteignable, non, maîtrisé. Mais ça, c'est pas tenable, non, c'est pas tenable et c'est pas humain. Et c'est là que le problème commence, non, car plus on la cache et plus on vit en tension constante, à tenter oui, de protéger ce qu'on croit être une faille, ce qu'on croit être une faiblesse. Donc ça demande énormément d'énergie de devoir constamment et partout rejeter notre humanité pour plaire ou pour satisfaire un monde qui, lui, n'a pas encore compris que nous ne pouvons pas survivre sans notre vulnérabilité. Elle est le fondement même de notre lien au monde. C'est par elle que nous sentons le danger, mais aussi l'amour. Et donc un exemple très concret, lorsque des personnes ont grandi avec des parents, des figures d'attachement très exigeantes ou très intransigeantes, eh bien à chaque émotion, peut-être de tristesse, de colère, de peur, elles entendaient peut-être euh, arrête de faire ta comédie. Non, ou alors n'importe quoi, d'avoir peur pour ça, tu me fatigues à toujours avoir peur pour rien. Résultat, adulte, eh bien ces personnes euh, se coupent de ce qu'elles ressentent. Elles se suradaptent dans leurs relations et puis elles tombent régulièrement dans l'épuisement sans comprendre pourquoi. Et le jour où elles reconnaîtront que leur peur d'être jugées ou rejetées n'était pas une faiblesse, mais une empreinte laissée par des années de peut-être de dévalorisation, eh bien le soulagement est immense. C'est ce sentiment, waouh, j'ai le droit d'être faillible, et je suis quand même aimée. Donc puisque la faillibilité euh, ne demande que ça, que nous soyons présents, authentiques, humains, que nous soyons, oui, capables de rester là avec elle, sans nous fuir, sans nous juger. Donc la faillibilité appelle simplement la tendresse. Elle ne demande pas qu'on la corrige, mais qu'on l'accueille. Oui, nous avons le droit d'aller mal. Vous mentionnez que nous attirons constamment ce qui nous est familier, même si cela perpétue la souffrance. Comment l'acceptation de notre vulnérabilité peut-elle briser ce cycle et nous permettre d'aspirer à une sécurité véritablement nourrissante? Alors, un principe fondamental de l'approche psychoneurosomatique, c'est celui de la fidélité au familier. Donc, ce qui nous a
blessé devient malgré nous un repère. Et donc, on le recrée inconsciemment, bien sûr. Pas parce qu'on aime souffrir, mais parce que c'est ce qu'on connaît. Donc, si enfant, nous n'étions vus et valorisés que quand nous ramenions de bonnes notes ou que nous faisions des exploits dans une activité sportive ou culturelle, eh bien, aujourd'hui, en tant qu'adultes, nous nous épuisons dans un perfectionnisme maladif. Donc, nous allons nous entourer de personnes qui nous jugent et puis qui nous en demandent toujours plus. Et nous croyons que c'est normal. Donc, tant que nous reconnaissons pas notre blessure de non-reconnaissance, eh bien, nous allons répéter ce schéma, faire toujours plus pour être aimé. Et ça, malheureusement, oui, dans le monde du travail, ça devient un moteur exploitable, puisque dans la vie professionnelle, cette blessure de non-reconnaissance devient un levier de performance. Donc, on va valoriser les personnes ultra investies, perfectionnistes, qui ne comptent pas leurs heures, qui veulent faire bien toujours et encore. Et puis ces profils sont souvent perçus comme exemplaires, alors qu'ils sont en réalité en train de reproduire un schéma profondément lié à leur insécurité affective. Et ça, l'entreprise en tire profit, ce besoin inconscient de prouver sa valeur. Ça va devenir donc un outil de production, véritablement. Donc on encourage cette quête d'excellence sans fin, parce que, eh bien, elle alimente le rendement, les résultats, le dépassement de soi. Mais à quel prix? Donc, tant que cette mécanique reste inconsciente, eh bien, oui, la société s'épuise. Elle culpabilise peut-être aussi à l'idée de ralentir. Elle doute dès qu'elle ne reçoit pas de validation externe. Et pourtant, tout cela, oui, part d'un besoin fondamental et très humain, être reconnu pour qui l'on est et pas pour ce que l'on fait. Et ça, en prendre conscience, c'est choisir, oui, de travailler avec exigence peut-être, mais sans se sacrifier pour exister. Vous parlez de réconciliation intérieure en restructurant les schémas neuronaux. Quel rôle joue l'acceptation de sa propre vulnérabilité dans ce processus de guérison et de transformation profonde? Tout traumatisme, qu'il soit petit ou grand, crée un décalage en fait entre ce qu'on vit et ce qu'on peut tolérer. Donc le cerveau, pour oui, protéger cet équilibre, il crée des schémas défensifs. Ce sont donc des circuits neuronaux figés, des automatismes de protection. Mais ces circuits peuvent se reprogrammer. Donc par exemple, certaines personnes qui pourraient sursauter dès qu'elles entendent un ton un peu plus sec. Leur corps va peut-être alors se crisper. Elles, oui, reviennent donc inconsciemment à l'âge enfant quand une figure d'attachement, un parent, les aura peut-être réprimandés brutalement. À chaque fois que ces personnes arrivent à accueillir cette réaction avec compassion, au lieu de se juger, je suis trop sensible, je suis trop nulle, je suis trop ridicule, elles changent la réponse neuronale. Elles apprennent donc à leur cerveau, ce danger-là, il est passé. Tu peux rester ici, dans le présent. Donc la vulnérabilité ici devient en quelque sorte un point d'accès à la mémoire corporelle. Et c'est en la reconnaissant qu'on peut après restructurer les chemins neuronaux qui ont été ou qui sont figés dans la peur.
Votre approche ne se limite pas au traitement des symptômes, mais vise une sécurité existentielle. Comment l'acceptation de notre vulnérabilité fondamentale nous permet-elle d'atteindre ce niveau de sécurité intérieure plus profond et résilient? Oui, il existe encore une grande confusion entre savoir gérer ses émotions et se sentir intérieurement en sécurité. Euh, on peut apprendre hein, à respirer, à méditer, à se recentrer, mais si notre rapport à nous-mêmes est toujours fondé sur l'idée qu'il faut se corriger, ou alors se maîtriser, ou alors se changer, alors eh bien oui, cette sécurité reste fragile. Alors, je reçois beaucoup de personnes hein, qui me disent, euh, moi j'ai tout compris, je sais d'où ça vient, hein, en parlant de leur schéma, de leurs blessures, de leur fonctionnement. Mais elles vivent encore dans cette, oui, dans cette tension corporelle, hein. Et cette tension, quand on lui donne la parole, eh bien très souvent, oui, plutôt toujours, à chaque fois, elle dit, je suis fatiguée de devoir aller bien. J'ai besoin d'avoir le droit d'aller mal sans devoir me justifier. Et c'est à ce moment-là que quelque chose bascule, parce que ces personnes ne sont plus en train de se battre contre elles-mêmes. Elles s'autorisent à être, oui, humaines. Et c'est cette humanité qui ouvre la porte vers une paix plus profonde. Donc celle de ne plus être en guerre, guerre intérieure, mais celle où on peut se dire, bah, là, je suis dans un accord incontestable avec moi-même. Donc la sécurité existentielle, c'est pas l'absence de peur, mais bien la capacité à rester avec soi, à être d'accord avec soi, même quand la peur est là. Merci Léna Aubry. Merci Stéphane. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique au cours de laquelle nous évoquerons cette fois les questions fréquentes sur les dynamiques traumatiques.